Bonjour, avant de retrouver votre podcast, je voulais vous parler d'un autre podcast européen. Il s'appelle Sage Meuf. Il parle de la maternité avec des témoignages de jeunes parents et tous les conseils pour gérer au mieux l'arrivée d'un bébé. En plus, à chaque écoute de Sage Meuf, Carrefour s'engage à verser un don pour soutenir le Collège national des sages-femmes de France. Avec les marques Carrefour Baby et Tex Baby, Carrefour accompagne les bébés au quotidien. Des produits alimentaires et d'hygiène, du textile, de l'équipement. Avec Carrefour, on a tous droit au meilleur. Et surtout les bébés. Allez maintenant, place à votre podcast. L'amour revient à la mode, c'est ça, comme on dit? Mais l'amour a toujours été, heureusement que l'amour est là, parce que c'est important dans la vie, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Ça aide à tout surmonter, tout affronter, et comme les problèmes sont là, c'est vrai que c'est important. Vous allez peut-être trouver cela bizarre, mais la salle d'accouchement m'a offert les plus belles scènes d'amour que l'on m'ait donné à voir au cours de mon existence. Sauf évidemment celles que j'ai vécues moi-même, ça vous en conviendrez. Aucun livre, aucun film ne m'en avait offert d'aussi émouvante. Alors quand on dit que la réalité dépasse la fiction, oh que oui. Et mon exercice quotidien de sage-femme me le prouve tous les jours. Tenez-la comme ça, en l'espace de 2 secondes. J'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour que les souvenirs, très nombreux, déboulent en pagaille. Je me rappelle d'Antoine et Josépha, pas tout jeunes, la quarantaine bien sonnée, un enfant hyper désiré. Je viens tout juste de faire l'accouchement et je pose leur petite sur le ventre de Josépha. J'en ai encore des frissons rien que de penser à eux. Il y a Antoine qui pleure sans pleurer, je veux dire qu'il y a des larmes qui sortent sans qu'il pleure, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il caresse les cheveux de Josépha, il la regarde profondément, il lui embrasse le front, puis la bouche, puis les joues, et il lui susurre « Tu es l'amour de ma vie, je t'aime, tu ne peux même pas savoir comment. Merci pour tout, mon amour. » Et puis il y a aussi ce couple d'expatriés italiens. Je me rappelle d'eux avec leurs sanglots étouffés, ils n'arrivaient même plus à prononcer un mot. Seulement des petits hameaux jetés comme ça, par dizaines, en pagaille. C'était beau, mais c'était beau. Et des souvenirs comme ça, j'en ai à la pelle. Des souvenirs de scènes d'amour, des souvenirs de baisers, de caresses, de mots doux, de tendresse. Et même de roulage de pelle d'ailleurs. Il y a un truc qu'il faut s'imaginer, c'est les sages-femmes présentes comme ça dans des moments extrêmement intenses et surtout terriblement intimes. C'est vrai après tout, il n'y a jamais de public pour les scènes d'amour. C'est choquant parce que d'abord une femme enceinte, ça n'a jamais un physique très joli et c'est pas la peine de la révéler au public, je trouve. On est bien content de les avoir et puis s'il fallait en avoir un autre, je l'accepterais pareil. La France est championne d'Europe en matière de natalité avec pratiquement 2 enfants en moyenne. Dans la salle d'attente, les jeunes papas s'interrogent. La présence d'une personne qui peut apporter de l'amour en quelque sorte, oui, comme peut le faire la sage-femme. C'est nous qui tenons les maternités, faut pas perdre ça de vue, c'est vraiment la sage-femme qui tient la maternité. La maternité est toujours une source de stress pour les femmes. On va toutes être dépressives, hein. Je vais vous ouvrir les portes de ma maison, de mon hosto et des appartes des couples que j'accompagne en ville pour vous raconter mon histoire, leurs histoires, sans phare et sans tabou. Je veux témoigner de l'expérience humaine la plus folle de l'existence, la naissance. Pour moi, sans aucun doute, la plus grande des déflagrations. Et dans cet épisode, je vais vous parler d'amour et de mon concept de la machine à laver. Ne rigolez pas, c'est extrêmement sérieux. Je vous donnerai des conseils juste pour vous dire que tout ira bien, mais que pour ça, il faudra quand même avoir entendu parler de 2 ou 3 petites choses. Je m'appelle Anna Roy et je suis sage meuf comme j'aime tant le dire. Bienvenue dans Sage Meuf. Épisode 2, la déflagration dans la vie amoureuse. Vous savez que votre histoire d'amour est la plus belle histoire que nous connaissions en France. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter la façon dont vous vous êtes rencontrés avec Miss Kelly, car ça nous passionne tous. Donc voilà, en travaillant, je me suis retrouvée propulsée bon gré mal gré dans les histoires d'amour, un peu par surprise, je dois l'avouer. Et à mes débuts, lorsque je travaillais exclusivement en salle d'accouchement, je ne voyais que le côté magique d'avoir un enfant avec quelqu'un que l'on aime. Je voyais les effusions de tendresse et d'amour, l'intensité incroyable. Et puis, un jour, je me suis installée en libéral. Et là, j'ai eu accès à un autre angle de vue. Je m'explique. Il y a 2 choses qui ont changé avec ce nouveau mode d'exercice. D'abord, je suivais les gens sur la durée. Et puis surtout, je suis rentrée chez eux, dans leur maison, dans leur intimité. Et là, on peut le dire, ce fut un peu la douche froide. Crispation, mésentente, mots crus, fâcherie, frustration, silence, et j'en passe. En entrant chez les gens, je suis devenue l'observatrice privilégiée des tensions qui semblaient apparaître avec la naissance d'un enfant. J'ai scruté, j'ai observé,
J'ai retenu les couples qui s'en sortaient et ceux qui ne s'en sortaient pas. Alors, si les couples m'invitaient au cœur de leur intimité, qu'à cela ne tienne, désormais, j'avais décidé de leur donner des conseils de couple, s'ils le souhaitaient évidemment. Après tout, dans la case « accompagnement psychosocial de la sage-femme » dont on parle tant, on pouvait bien mettre ce que l'on voulait. Et vous trouvez ça bizarre ? Moi, pas du tout. On n'accouche pas qu'avec son corps, que voulez-vous ? On veut me donner tout le temps d'autres prérogatives. On me veut conseiller conjugal, nutritionniste, homme de chapelle, vétérinaire, conseiller clientèle, plombier et que sais-je encore. Et c'est bien cela qui me plaît dans mon boulot. Alors voilà, je vais vous raconter plusieurs histoires. Pas des histoires extraordinaires, non, mais plutôt du genre de celles que vivent la plupart des gens pour qui l'arrivée d'un bébé représente un chamboulement inouï dans leur vie amoureuse. Et c'est là qu'intervient mon concept de machine à laver. Mais je ne vous le dévoilerai qu'à la fin de l'épisode. Et vous me direz si vous êtes convaincus. D'abord, laissez-moi vous présenter Cindy et Stéphane. C'est un couple que j'ai eu la chance de rencontrer au cours de la grossesse de Cindy. C'est vraiment un couple adorable, attentionné envers eux-mêmes et les autres. Pour le reste, disons qu'ils ont la trentaine et qu'ils bossent tous les deux. Comme d'habitude, les histoires d'amour commencent bien. On s'est rencontrés sur un site de rencontre en janvier 2012. Et du coup, c'était pour chacun la première rencontre. Donc voilà, c'était une expérience assez courte sur le site de rencontre, mais au moins, c'est dès la première fois, en tout cas, nous, on ne s'est plus quittés après. L'amour a été pour vous une grande source d'inspiration, presque votre principale. Oh oui, on peut dire qu'il y a eu 90% de mes chansons qui ont été des chansons d'amour. Et ça va continuer. Après, ils se sont installés ensemble. Nous nous sommes installés dans un appartement lorsque moi j'ai quitté une colocation. Donc ça faisait à peu près 3 ans qu'on était ensemble. Et quand on s'est installé la première année, Stéphane il me dit « Je te préviens, je veux pas de projet d'enfant. » Ok. Du coup, on a vécu ensemble dans cet appartement que tous les deux pendant 1 an. Est-ce que vous en avez de bons souvenirs ? Ouais. Oui, on en a de bons souvenirs, oui. Oui, je pense qu'en plus, c'était une chose importante pour nous, c'est de bien vivre le moment présent de notre vie avant ce désir d'enfant, pour que lorsqu'on a ce désir et qu'un enfant arrive dans notre vie, dans notre créer notre famille, qu'il n'y ait pas du tout de regret, de regarder en arrière en se disant tiens, on aurait voulu faire ceci, cela. Peut-être si on n'a peut-être pas pris assez le temps de voyager dans le monde tous les deux, mais voilà, il y a peut-être des petites choses, mais après c'est des choses qui peuvent se faire aussi dans l'avenir en famille. En tout cas, notre vie de jeune Parisien à Paris, on l'a bien vécu. Et comment s'est manifesté le désir ? C'était de ta part ou de la part de qui ? Le désir d'enfant, il s'est manifesté de ma part. Parce que du coup, ça faisait un petit moment qu'on était ensemble. Tous les copains aussi commençaient à avoir des enfants. C'est vrai qu'à chaque fois qu'ils nous l'annonçaient, moi j'avais un peu les larmes aux yeux. Je sentais que j'avais envie d'avoir un enfant de nous deux, de concrétiser encore plus cet amour. Et c'est moi c'est vrai qui en ai parlé à Stéphane la première fois. Après, je me rappelle aussi d'une fois où j'ai vu Cindy qui a porté dans ses bras la petite fille d'un couple d'amis, et j'ai compris dans son attitude que son désir d'enfant était vraiment là. Donc du coup, ça m'a fait aussi réfléchir de mon côté, et du coup, les choses sont devenues assez concrètes à partir de cette vision de Cindy avec un bébé dans les bras. Comme cela arrive parfois, une adorable petite fille vient au monde grâce à leur histoire d'amour. Elle s'appelle Victoire et elle est née le 22 mars 2017. Surtout, moi, je me rappellerai toute ma vie, c'est la rencontre avec Victoire, où quand elle sort de mon ventre, je reconnais les traits de visage de son papa et je me dis, on a réussi à faire ça ensemble, tous les deux. C'est un petit être qui est né de notre amour et c'est surtout ça qui était beau. Comme souvent, les difficultés ne tardent pas à arriver. Il y a aussi l'amour qui tient, l'amour qui dure, mais qui est à la merci toujours de débordements, qui est toujours à la merci d'exagération. Oui, l'amour qui est quand même épicé de disputes. C'est un peu quand même la fatigue, même si je n'ai pas eu l'impression que c'était aussi terrible qu'on pourrait dire, le fait de ne pas faire trop ces nuits, mais effectivement, par rapport à un rythme, comme disait Cindy, on pouvait le week-end se lever dans l'après-midi ou autre. Là, forcément, avec l'arrivée d'un petit bébé, on se retrouve à avoir un rythme qui change. Du coup, la fatigue arrivant, ça crée un petit peu des crispations, effectivement. Mais après, c'était pas surprenant en soi, hein. Mais en tout cas, oui, c'est une vraie réalité que le rythme change, ça c'est sûr.
Et pour moi, les difficultés que j'ai rencontrées, elles étaient dès le début du congé maternité, où moi qui suis quand même une femme assez active, professionnellement aussi, j'ai accompagné Stéphane à la porte, et moi je gardais ma fille toute la journée. Donc déjà, quand il rentrait le soir, il y avait aussi un décalage, parce que avant Victoire, on se racontait nos journées de travail. Et là, du coup, je changeais des couches, je m'occupais de la maison, j'étais devenue... une brivante de camp, et c'est vrai que ça a mis vraiment un certain décalage entre nous, mais dès le début, et puis après on est arrivé dans des, comment je pourrais appeler ça, des moments de comptabilité. Donc moi j'ai débarrassé de la vaisselle, moi j'ai lavé le sol, mais toi t'as fait quoi, et c'est vrai qu'avant Victoire, on n'avait pas des sujets de tenue et d'organisation de la maison. Tu confirmes ça, tu es d'accord avec ça? Oui, je pense qu'effectivement, que ce soit le rythme par rapport au sommeil, mais aussi après par rapport à l'organisation du foyer, on va dire, c'est vrai que c'est un peu, c'est ça en fait. Ça fait qu'on s'est retrouvé à devoir un peu plus rythmer les choses, comptabiliser un petit peu ce que l'un et l'autre faisaient, sans toujours avoir à se rendre compte de ce que l'autre fait. Donc oui, ça crée, c'est peut-être crispation dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous aviez plus de mal à communiquer l'un avec l'autre du coup ? Alors oui, moi j'avais plus de mal à communiquer avec Stéphane parce que j'étais très fatiguée et que je ne sais pas parler calmement quand je suis fatiguée. C'est-à-dire que je m'emporte très vite, je suis impulsive et du coup je peux vite péter un plomb. Et c'est vrai que Stéphane, c'est quelqu'un qui a une personnalité plutôt calme. Donc en fait, dans le couple, c'était moi, je crie, et puis lui, le pauvre, il faisait ce qu'il pouvait. On a toujours continué à échanger. Après, se comprendre, c'était pas toujours simple. Contrairement à, je pense, avant qu'on ait notre petite fille. Et là, il y avait plutôt des incompréhensions. C'est-à-dire qu'on échangeait, mais on comprenait pas trop le point de vue de l'autre. Moi, je pense que c'est exactement ça, là, tu as soulevé le truc, c'est ça. C'est ça, c'est qu'on communique, mais on n'est plus dans le même camp, presque. Le référentiel a un peu changé, parce qu'on est 3 maintenant, et du coup, on se comprend un peu moins. Ça veut pas dire qu'on se comprend pas, mais un peu moins. Alors peut-être on en parlera, c'est le fait d'avoir une tierce personne aussi pour prendre le recul qu'on n'arrive pas à prendre nous-mêmes. Ça paraît important, parce que c'est difficile de le faire soi-même en disant je vais prendre du recul, me mettre à sa place. Enfin oui, on peut essayer de le faire, mais sur le moment on n'y arrive pas forcément, je pense. Ah non, on n'y arrive pas du tout. Toi quand tu es sous tension, c'est impossible pour toi. Non, j'arrive pas à me mettre à ta place. Non. Le lendemain, oui, quand on s'est un petit peu les choses sont encore descendues, oui, on peut dire ah bah oui, effectivement, t'as dit ça, mais parfois non, même après 2-3 jours, on n'arrivait toujours pas à comprendre sur tel ou tel point pourquoi on n'était pas d'accord. Tous les ingrédients étaient réunis pour que ça pète. Fatigue, frustration, partage des tâches, différence dans les congés, et puis il y a ce fameux dimanche, la dispute de trop. C'est un week-end normal, un week-end comme il peut se passer au sein de nombreuses familles, où du coup je me suis occupée de Victoire le vendredi soir, le samedi, le repas, le repassage, etc. Enfin le repassage, n'importe quoi, le ménage, etc. Et puis les amis, etc. Et le dimanche après-midi, je demande à Stéphane d'aller coucher Victoire pour qu'elle fasse la sieste. Et notre fille, c'est une petite fille qui ne dort pas. Et ensuite j'entends Stéphane qui est dans la chambre avec Victoire et je monte en furie en disant c'est bon, moi je veux mon moment à moi, je veux mon moment tranquille devant la série, parce que j'avais décidé que dans le week-end ça allait être mon moment de pause. Et là ça a déclenché une engueulade, une dispute assez importante, et le lundi matin on s'est concerté avec Stéphane en se disant on a besoin d'aide en fait. Parce qu'on n'y arrive pas. On s'est retrouvés après avoir reçu des amis et un peu fatigués. Et l'après-midi, Cindy voulait se reposer. Notre fille n'arrivait pas à s'endormir. Moi, je suis resté un peu dans la chambre avec elle pour essayer de l'endormir. Mais bon,
On sait jamais trop comment faire dans ces situations-là, et donc Cindy était fatiguée, donc elle est venue un peu crier dans la chambre. Si moi j'ai ensuite fait descendre Cindy pour dire tu cries pas devant notre fille, donc on s'est mis je lui ai un peu crié dessus. Voilà, donc on s'est dit à un moment donné on peut pas rester dans une situation comme celle-là, alors que sur le fond ça se passe bien, mais sur la forme il y a des sujets, enfin des échanges qu'on souhaitait pas garder, quoi. C'était pas nous en tout cas. Donc après la dispute avec Stéphane, moi je prends un sac. J'y mets 2-3 affaires et j'appelle ma sœur et je lui dis écoute, ça va pas avec Stéphane, on se comprend pas, j'en peux plus, je suis à bout, j'arrive. Je débarque à la maison et ma sœur me dit écoute, moi je ne suis pas disponible, donc en fait je voulais plus rester à la maison, donc je suis partie au cinéma et après je suis partie me balader. Et je l'ai laissé tout seul à la maison à gérer Victoire en me disant très bien, moi j'en ai marre, je m'en vais. Est-ce que ça t'a pas fait chier qu'elle se casse au ciné ? Qu'elle parte comme ça, non, parce que j'ai eu, c'est pas que ça m'a pas fait chier, mais c'est qu'effectivement on était tellement dans l'incompréhension que peut-être qu'à un moment donné que chacun aille un peu réfléchir dans son coin, ça m'est paru comme étant un peu normal sur le moment, parce que on va pas se regarder dans le blanc des yeux en disant on se comprend pas. Je pense qu'il faut aller réfléchir de son côté, et puis on est plutôt du genre à essayer de se dire on va revenir vers l'autre en essayant de trouver une solution. Alors après elle ne conviendra pas forcément. Quand je suis revenue, je te parlais pas. On a dîné ensemble, c'était quand même la soupe à la grimace. Je pense que jusqu'au lendemain soir où on n'avait pas la perspective concrète de savoir quelle va être cette aide extérieure, on était un peu dans un entre-deux où on constatait quelque chose mais on savait pas du tout quelle était la solution. C'est une chanson d'amour sans histoire, où l'homme simplement pense que la femme c'est tout. Mais au moment où elle s'en va, ne serait-ce que pour un instant, lui n'est plus rien. Nous y voilà donc, ce sale dimanche, en sacrée mauvaise posture. Mais si vous le permettez, je vais les laisser là quelques minutes. Le temps de vous parler d'une histoire qui... il faut que je me taise. Je laisse la parole à celui qu'on va appeler Arnaud. Il n'a pas voulu donner son vrai prénom parce que son histoire lui paraissait trop intime. Arnaud, c'est l'ex-compagnon d'une de mes patientes. Alors au départ, j'avais demandé à ma patiente de m'écrire une lettre, mais elle a préféré que ce soit lui qui prenne la plume. Ma chère Anna, ma chère femme sage, tu m'as demandé de parler de notre histoire. Comme toute bonne histoire, notre histoire a commencé l'été entre 2 tournées de bière. On a parlé 10 minutes, et j'ai compris direct que c'était mon alter ego, mais avec des seins. Genre, attirance de folie, sensation dans le ventre et tout ce qui va avec. Logiquement, nous avons décidé de passer la nuit ensemble. À la fin de la nuit, c'était impensable de se quitter. Aller au boulot, c'était comme une torture. On n'avait plus besoin de rien d'autre que d'être ensemble. Jamais de ma vie, j'avais aimé quelqu'un aussi fort et aussi vite. Je la fais courte, mais en tout cas, au bout de 3 mois, on habitait ensemble. C'était la première fois de ma vie. Au bout de 6 mois, en le voulant ou sans le vouloir, je ne sais pas très bien. En tout cas, on s'est plus protégé. Je parle pas du sida ou de l'hépatite, mais de la venue d'un bébé. Très vite, la petite est venue, dans son ventre. C'est à ce moment-là que les premiers soucis sont arrivés. Mais à cette époque, c'était très très surmontable. Voilà le genre de problème. Elle veut accoucher en clinique, je préfère l'hôpital public. Elle veut une baby shower, je trouve ça idiot. Que des trucs qui paraissent idiots, mais en fait, ils ne l'étaient pas tant que ça. Elle finit par accoucher après une baby shower de folie et un accouchement en clinique comme elle voulait. Et c'est à partir de ce moment-là que tout s'est gâté. On avait un truc de fou au lit. Avec l'accouchement, la fatigue et le reste, on ne l'avait plus. Ou plus de la même façon. On adorait sortir ensemble, on pouvait continuer à le faire, mais plus de la même façon. On n'était pas d'accord sur la religion, elle voulait un rite de passage, je voulais que ma fille choisisse toute seule, plus tard. On n'était pas d'accord sur l'éducation, elle voulait pas qu'elle fréquente la crèche ou autre. Je trouvais que c'était le moyen de garde le meilleur. Et je préfère même pas parler des discussions sur l'école publique ou privée. On n'était pas d'accord sur la présence des parents, beaux-parents. Elle les voulait tout le temps avec nous, je trouvais ça insupportable. Tout était comme ça en fait. On n'avait pas la même vision de la vie. Au final, sur tes conseils, sa sœur nous a gardé la petite pendant 1 semaine, que l'on puisse partir en vacances tous les deux. C'était super triste. On a certes retrouvé un peu l'alchimie et du lit qui nous liait tant, mais on a fait le constat tragique qu'on s'aimait charnellement, mais qu'on ne pouvait pas être parents ensemble. Et même amis en fait. J'avais toujours pensé que mon meilleur pote était un vieux con réac, quand il m'avait dit, à la fin de la grossesse, « Tu sais, pour faire un enfant avec une femme, faut pas seulement être amoureux et avoir envie de faire l'amour avec elle, il faut beaucoup plus. De l'amour, du cul, de l'amitié, de la tendresse, des repères communs. » Aujourd'hui, j'en suis persuadé. Ce qui devait arriver arriva,
Les conflits se sont succédés les uns après les autres, jusqu'à la rupture. Inévitable. On aurait dû rester amants, c'est ça la morale de l'histoire. Les enfants, c'est pas pour toutes les histoires d'amour. Les bons moments. Pourquoi les bons Parce moments que quand il y a rupture, quand un amour se termine, au lieu de garder en soi les mauvais moments qu'on a connus ensemble, ce qui a fait que la rupture a eu lieu, pourquoi ne pas garder les bons moments? Pourquoi ne pas garder, pour les souvenirs, en mémoire, uniquement les bons moments que nous avons eus ensemble? Ce que Arnaud dit là est très important. Pour moi, et ce n'est que mon humble avis, il est important de fonder sa famille avant qu'un enfant arrive ou qu'il n'arrive pas d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Disons que la famille, c'est le couple et que les enfants sont des satellites. Une histoire de soleil avec ses planètes, une histoire de système solaire. C'est très important de dire cela car 1. Si vous ne pouvez pas avoir d'enfants et que vous n'en avez pas envie tout simplement, vous êtes quand même une famille aux yeux des autres. 2. Cela ne donne pas une place à l'enfant qui n'est pas la sienne. Je veux dire par là que donner au premier-né la responsabilité de la fondation de la famille, c'est un peu lourd à porter. Alors bref, pour en revenir à nos moutons, Arnaud le dit lui-même, et mieux que moi, les fondations n'étaient pas suffisamment solides. Évidemment, cela n'empêche pas que cela ne marche pas et que la rupture amoureuse advienne, même si on s'est posé 10 milliards de questions. Et dans certains cas, ça vaut même mieux d'ailleurs. Vous l'avez compris, ma mission n'est certainement pas que les couples restent ensemble coûte que coûte. Il y a des situations dramatiques, sur lesquelles d'ailleurs je me refuse à raisonner en général. Avec par exemple des blessures difficilement réparables, des problèmes si plus profonds, des exactions. Tous ces éléments qui rendent la fin inéluctable, nécessaire et même souhaitable. Dans ces cas-là, vous l'avez compris, la sage-femme ne suffit pas. Et il faudra faire appel à la justice, à des psys, à des conseillers conjugaux ou que sais-je. J'en profite d'ailleurs pour faire une digression de la plus haute importance. Si vous êtes victime de violences, et quelle que soit la nature de ces violences, j'entends par là physique, psychologique ou sexuelle, confiez-vous, dites-le nous, parlez-en à une sage-femme, à un médecin, une infirmière, à n'importe quel professionnel de santé. Vous pouvez aussi appeler le 3919 ou même le 17 en cas d'urgence. Je vous en supplie, protégez-vous car votre vie n'a pas de prix. Et croyez-moi, foi de sage-femme, vous n'êtes pas la seule dans votre cas. Violence conjugale et grossesse. La grossesse, l'accouchement et ses suites sont une période à risque pour les femmes d'être victimes de violences conjugales. Mais c'est aussi un moment clé de dépistage par les professionnels de santé. La fréquence des violences est estimée entre 3 et 8% en ce qui concerne les violences physiques et atteignent 20% pour ce qui est des violences toutes formes confondues. Dieu merci, ce n'est pas la situation que je rencontre le plus souvent, loin de là. Mais ces situations sont si douloureuses que leur simple souvenir m'attriste et dépose un voile noir sur mes pensées. Faut vraiment que ça s'arrête. Heureusement, pour la plupart des couples, comme moi ou comme vous, je l'espère, on évitera les tragédies. La rupture qui nous guette est le plus souvent due à de la fatigue, à des malentendus, à de la frustration accumulée, au manque de communication, au partage des tâches. Mais d'ailleurs, retournons auprès de Cindy et Stéphane pour savoir où ils en sont. Oui, même dans les moments de dispute, ça ne changeait rien. Stéphane, c'est mon amour et je l'aime. Oui, en tout cas, il n'y a jamais eu d'ambiguïté sur le fait qu'on s'aimait, même dans les situations un peu plus compliquées du quotidien. Ouais. Même toutes les fois où j'ai voulu le quitter. Après ce fameux dimanche, ils décident de rappeler quelqu'un qu'ils connaissent plutôt bien. Tu étais, Anna, la sage-femme, mais ça aurait pu être une sage-femme que tout le couple aurait eu au moment de la grossesse. C'est vrai que je pense que, pour faire un petit retour en arrière, préparer l'arrivée d'un enfant, ce que moi j'ai découvert, c'est que c'était plutôt préparer les parents à l'arrivée d'un enfant que préparer l'arrivée d'un enfant. Et du coup, quand on s'est retrouvé dans une situation un peu de conflit lorsque notre fille était là, du coup, tout de suite, on s'est dit que c'était une évidence de refaire appel à la personne qui avait partagé finalement l'arrivée de cet enfant en amont. Et du coup, c'est devenu une évidence. Et on s'est dit, on va recontacter donc toi, Anna, dans ce cas-là, parce que effectivement, l'enfant était là, mais il fallait qu'on retravaille un petit peu nous, les parents, et pas forcément la manière dont on élevait ou on éduquait notre fille, mais plutôt comment nous on abordait finalement cette parentalité. L'histoire dit que j'ai accepté de les revoir. On s'est donné 3 rendez-vous dans un restaurant japonais de la rue Sainte-Anne. Après la première entrevue, où je les ai beaucoup écoutés, j'ai su qu'un psy, qu'un conseiller conjugal ou qu'un homme de loi n'était pas nécessaire. Avec leur accord, je me suis permis de leur donner tout plein de conseils. Je vais pas tout livrer ici parce que les conseils ne sont quand même pas les mêmes pour chaque couple.
Mais voici ceux qui me paraissent les plus importants. Conseil numéro 1, protégez votre sommeil. Le sommeil doit devenir une priorité absolue, exactement comme celle de remplir un frigidaire, de vous laver ou de payer vos impôts. Ne pas dormir suffisamment, croyez-moi, et c'est pas moi qui le dis, c'est la science, ça rend de mauvaise humeur, dépressif, ça altère même les fonctions cognitives. La fatigue, si elle est votre ennemi juré, l'est aussi pour le couple. Il est très important d'organiser vos jours et vos nuits afin que chacun ait des plages de sommeil suffisantes. Vous ne le regretterez pas. Parce qu'en fait, un bébé, il récupère un petit nouveau-né, il a la capacité en 45 minutes à 1 heure de récupérer beaucoup d'énergie. C'est pas du tout notre cas. Un cycle de sommeil adulte, on va dire que c'est entre 3 et 5 heures. Donc une plage de sommeil suffisante, c'est un cycle de sommeil complet, donc moi je vais dire 5 heures d'affilée. Alors bien sûr, quand on allaite, c'est pas toujours possible, mais il y a quand même moyen de s'arranger. Et au moins que, par exemple, si la dame allaite et que la nuit, du coup, elle est sur le front, eh ben, elle puisse se reposer dans la journée. Et je vais même vous dire, je vais plus loin, osez faire chambre à part, quelques semaines, voire quelques mois. Il faut pas hésiter, il faut pas se dire mon couple va péter, c'est pas grave, vous pouvez même faire chambre à part. Je vous déculpabilise là-dessus parce qu'il y a beaucoup de couples qui n'osent pas le faire. Faites-le, c'est pas ça qui détruira votre couple, je vous le promets. Conseil numéro 2, parlez-vous, communiquez encore et encore. Ce n'est vraiment pas le moment de différer les discussions, et quand j'entends discussion, c'est les discussions houleuses. Ne laissez pas les griefs envers votre amoureux ou votre amoureuse s'accumuler sur une pile. Dites au fur et à mesure ce qui vous plaît, mais aussi ce qui vous déplaît. Il y a forcément des réajustements à faire dans votre couple, et donc il est normal qu'on évoque des sujets un peu de désaccord. Moi, ce que je conseille aux gens, parce que je le fais moi-même d'ailleurs, c'est de faire ce que j'appelle des conseils de défense. Vous voyez un peu l'idée, attention, il faut se réunir pour parler des choses importantes. Je trouve que c'est super de le faire 1 à 2 fois par semaine selon ce qui est possible, où on arrive à table, très calme, pas quand on est énervé à 21h le soir et qu'on n'en peut plus, dans un moment où on est à peu près calme, et on va dire, ça c'était super, ça c'était moins super, ça c'était carrément nul, ça je t'en veux beaucoup, ça je t'en veux moins bien. Et puis on confronte ces points de vue dans le calme et ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Et puis même pendant ce conseil de défense, du coup au vu des constatations qu'on a fait, on peut se dire, tu vois, moi la semaine prochaine, le lave-vaisselle, je ne veux plus y toucher, donc le lave-vaisselle c'est toi. Conseil numéro 3, il faut s'octroyer du temps à 2 en amoureux. Alors là, ce conseil pour moi, c'est le conseil c'est aussi important que le sommeil. À partir du moment où un enfant surgit, dans la plupart des familles, les amoureux ne se voient plus. Ça me rend folle. Moi, ça me rend hystérique. Alors, je vous demande une chose, c'est vraiment... Moi, je l'écris. Alors, pour mes patients, je prends une ordonnance et je leur écris la prescription. 1 soirée en amoureux tous les 15 jours, 1 week-end tous les 2 mois et 1 semaine par an. Point barre. Effectivement, vous allez me dire, ouais, ça coûte cher, j'ai pas les grands-parents, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Alors moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est par exemple, j'ai acheté des couches pourries, j'entends par là vraiment pas cher, pour pouvoir payer ces babysitting, par exemple. Enfin, vous voyez, il faut dégager l'argent nécessaire, et je vous assure qu'on le trouve, l'argent. Même quand on a des difficultés, quitte à bouffer des pâtes, 1 dîner en amoureux tous les 15 jours. Point barre. Ou une balade d'ailleurs, c'est pas obligé d'être un dîner. Je veux rajouter un truc là-dessus, c'est qu'en fait, souvent, les gens imaginent que le bébé est heureux parce qu'on s'occupe bien de lui. En fait, c'est pas ça. Le bébé, il est heureux quand ses parents sont heureux. Et pour que ses parents soient heureux, il faut quand même qu'ils aient le temps de se retrouver seul à seul de temps en temps. Conseil numéro 4, ne pas critiquer la façon dont l'autre s'occupe du bébé, puis de l'enfant quand il grandit. Et là, je vais vous donner un exemple de ma vie personnelle. D'abord parce que je suis sage-femme et ensuite parce que je me suis beaucoup occupée de mon nouveau-né quand j'étais à la maternité. Je savais évidemment comment couvrir un nouveau-né. Alors j'avais donné des conseils à mon amoureux en lui disant tu vois, il faut mettre un doigt à l'arrière de son cou pour savoir s'il a trop chaud, trop froid. Il faut quand même mettre une couche de plus que nous dès que tu sors dehors, etc. Un matin, je le vois partir avec son fils qui avait alors à peine 1 mois. Le petit n'avait pas de bonnet, n'était pas suffisamment couvert, etc. Et je me suis dit, si j'arrive en lui disant « gna 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 gna, il faut pas gna 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 », ça ne va pas marcher. Donc je n'ai rien dit, j'ai laissé partir avec mon fils Auguste pas suffisamment couvert. Et en fait, il s'est rendu compte tout seul au bout d'1 demi-heure de balade qu'il était glacé et qu'il avait super froid. Alors vous allez me dire c'est très cruel, mais en fait il faut laisser l'autre s'occuper du bébé comme il l'entend lui et qu'il se fasse sa propre expérience, parce que si vous êtes tout le temps là à dire non il faut pas faire ci, non il faut pas faire ça, en fait vous découragez l'autre de s'en occuper tout simplement. Et ce conseil il prévaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'est pas mais souvent c'est plutôt les femmes qui font ça, faut quand même être honnête, parce que souvent elles sont beaucoup plus informées. Et parce qu'elles ont eu ce séjour à la maternité, les cours de préparation à l'accouchement, etc., qui font que de fait,
elles détiennent un peu plus de savoir sur la question. Bref, accepter que chacun s'occupe différemment du bébé est un apprentissage essentiel pour préserver son couple. Conseil numéro 5, savoir demander de l'aide dès que vous sentez que la situation dérape. Qu'est-ce que je veux dire par la situation dérape ? Eh bien, ça peut être une multiplication des conflits, par exemple. Le fait de ne plus avoir envie de faire l'amour avec votre compagnon ou votre compagne. Le fait d'être très indisposé par la présence de l'autre. Il y a plein de situations comme ça où vous sentez que non, que c'est plus possible et que si vous ne faites rien, eh bien vous prenez vos valises et vous partez. À partir du moment où vous en êtes là, vraiment, allez chercher de l'aide. Alors allez chercher de l'aide peut-être à la PMI, Centre de protection maternelle et infantile, peut-être auprès de votre sage-femme, auprès de votre pédiatre, auprès de votre médecin généraliste, auprès d'un thérapeute familial ou même d'un conseiller conjugal ou même d'un psy. Mais je sais, ça a un coût, mais il faut vous dire que c'est vachement important et que le jeu en vaut la chandelle. Faire entrer un tiers dans son couple, c'est vraiment un plus. Conseil numéro 6, réévoquer des souvenirs agréables communs. Alors là, ça y est, on va verser dans la comédie romantique américaine, mais c'est vrai. En fait, repenser en couple à des moments qui étaient, ses premières vacances au bord de la mer, aux premières fois qu'on a passé une nuit dans un lit. Enfin, il y a quand même plein de choses sympathiques à se souvenir. Et ça, faites-le, parce qu'en fait, c'est très agréable. Conseil numéro 7, vous répétez chaque jour que ce sont des moments de transition. Le conseil est vraiment fondamental. En fait, quand on a le nez dans le guidon, on se dit que sa vie va être comme ça pour le reste de sa vie. Non, promis. C'est exactement comme quand vous avez une grippe ou un rhume. En fait, ça s'arrête. Et donc oui, je vous le promets, un jour, votre bébé va refaire ses nuits. Oui, votre bébé va savoir marcher tout seul et vous n'aurez plus besoin de le porter tout le temps, etc., etc. Donc si vous avez des moments de découragement, dites-vous bien que c'est transitoire. Conseil numéro 8, à chacun son espace. Alors là, ça c'est un peu touchy comme sujet, parce que souvent les gens ne veulent pas entendre ça, mais moi c'est quand même un conseil que je vous donne. Ça c'est un conseil de santé publique. Les bébés dorment 6 mois dans la chambre de leurs parents, mais souvent c'est vrai qu'on a du mal à faire la rupture et à laisser le petit regagner sa chambre. On va être très clair, faire l'amour dans la cuisine, dans une salle de bain ou je ne sais où encore, à un moment donné ça manque de confort, donc il faut quand même retrouver son espace. Et puis même pour avoir des discussions sous la couette sans être là, chut, le bébé il est à côté, c'est chaud. Conseil numéro 9, à chacun son moment. Cindy et Stéphane l'ont très bien exprimé. C'est qu'en fait, il faut avoir des moments en couple, des moments en famille, des moments où on est seul avec le bébé et des moments où on est seul soi-même. Et ça, c'est très important de pouvoir en parler calmement en couple et de se répartir ces moments. Conseil numéro 10, s'obliger à parler d'autre chose que du bébé. Très vite, même quand on se retrouve au restaurant en amoureux, et vas-y que je te parle du rendez-vous chez le pédiatre, de comment ça s'est passé. Ah oui, et tu sais qu'à la crèche, ils ont commencé à faire ça. On n'a qu'un seul sujet sur les lèvres, c'est le bébé, encore le bébé. Essayez de faire l'exercice de temps en temps de ne parler que de ce que vous parliez avant. Au début, il y a des blancs, mais en fait, on retrouve très vite des sujets de conversation en commun. Bon bref, vous avez du pain sur la planche avec tous ces conseils, mais je vous assure, ça aide. Moi, ça m'a terriblement aidé, par exemple. Bon, mais revenons-en à nos moutons. Est-ce que ça les a aidés, Cindy et Stéphane ? Ça nous a aidés, mais vraiment, pour comprendre déjà le temps qu'on accordait à notre fille et le temps qu'on accordait à notre couple. Parce qu'en fait, Victoire, elle a pris une place importante dans notre vie. C'est normal, c'est notre enfant, et puis elle est en bas âge, donc elle a besoin aussi de soins, de préparation de repas, etc. Et puis, arrivé à la fin de la journée, on est fatigué, on n'écoute même plus son conjoint. Et en fait, d'avoir une aide extérieure, ça nous a permis aussi de déculpabiliser sur le fait qu'en fait, il faut prendre du temps pour soi, il faut prendre du temps pour son couple. Et l'aide extérieure, elle nous a permis en fait de faire un diagnostic sur notre couple et de comprendre les points qui méritaient de l'attention. Oui, pour moi, cette aide extérieure, elle était vraiment essentielle parce que ça m'a permis de renvoyer presque vers un tiers, justement, ces incompréhensions et ces frustrations. Et du coup, de se décharger finalement de ces incompréhensions en disant, quelque part, c'est traité ailleurs et de se regarder de manière un peu plus directe, d'enlever en fait ce poids qui obstrue un peu l'échange entre nous. Et finalement, déjà, lorsque ce poids était parti, de mieux échanger et de reprogrammer un petit peu la façon dont on voulait évoluer avec notre enfant et entre nous. Donc, je pense que c'était déjà ça, d'enlever un petit peu ce blocage et ensuite de se reposer justement les bonnes questions. Peut-être qu'on donnait un peu trop de temps à notre fille et pas assez à nous. Ensuite, on a appris même beaucoup de choses de prendre du temps à faire parfois des dîners ensemble, de fixer des vacances ensemble et on part dans 4 jours en vacances pour une petite semaine
en Grèce. Donc voilà, des choses assez simples, mais qui nous ont permis de sortir un petit peu de ces blocages qu'on avait et de rester un peu focus sur nos problématiques pour prendre un peu plus de recul. Et on n'arrivait pas à le faire nous-mêmes, donc du coup l'aide extérieure nous aide à prendre ce recul. Quand je leur demande s'ils ont des conseils à nous livrer, le premier concerne ceux qui n'ont pas encore d'enfants, et qui rejoint d'ailleurs l'histoire d'Arnaud, c'est assez rigolo. Un conseil que je pourrais donner, c'est que ce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est de bien vivre sa vie de couple. Alors ça peut être, il n'y a pas besoin de passer des années comme nous, hein, ça peut être quelques semaines, quelques mois, mais au moins de se dire au moment où le désir d'enfant arrive, le couple se connaît bien. En tout cas, moi, ça me paraît en tout cas essentiel, créer un peu ses fondations pour ensuite créer la famille là-dessus. Et si à un moment donné on part sur un enfant, mais en se retournant, en se disant j'ai des regrets, j'ai des choses que j'aurais voulu faire, et du coup personnellement j'aurais du mal à enfin voilà, si le socle n'est pas assez solide, à me dire que ça va être 100% durable en tout cas. Pour ma part, le conseil que j'ai à donner, c'est n'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de dire ce qui ne va pas, parce que chez tout le monde c'est pas tout rose en fait, et ne pas hésiter à faire appel à quelqu'un, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel parce que c'est dur en fait. On y est, voici enfin venu le concept de machine à laver. Alors voilà, je veux que vous vous imaginiez votre histoire d'amour comme étant un très beau pull auquel vous tenez beaucoup. On va parler par exemple d'un pull en cachemire. Eh bien, dites-vous que la venue d'un enfant dans votre couple va agir exactement comme une machine à laver avec votre pull en cachemire. Votre pull, vous allez vous sentir tourneboulé, parfois noyé, et puis il y aura des moments d'accalmie. Bref, ce ne sera pas de tout repos. Mais, et le mais est fondamental, si vous ne vous êtes pas trompé de programme, votre pull ressortira de la machine à laver plus doux, plus éclatant, bref, mieux qu'au premier jour. Si d'aventure vous vous étiez trompé de programme, il va ressortir peut-être en charpie, peut-être rétréci, alors n'oubliez pas, un peu de patience, quelques gouttes de précaution, 2 ou 3 comprimés de bienveillance réciproque et de dialogue, parfois un peu d'aide extérieure et surtout beaucoup de sommeil, vous vous en sortirez. Votre amour sera plus beau et plus fort qu'au premier jour. C'est être sentimental, romantique, aimer la tendresse et l'amour, c'est être ringue. Alors je crois qu'on est des millions en France à être ringue, heureusement. Ce podcast a été écrit par moi, Anna Roy, et si mon nom vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous m'avez déjà vu ou que vous me voyez en ce moment même dans la Maison des Maternelles sur France 4, où je suis chroniqueuse. Une émission que je vous recommande évidemment. Sage Meuf est un podcast Europe 1 Studio, produit par Adèle Ponticelli. Il est réalisé par Charlène Noyoux. Merci à Cindy et à Stéphane, ainsi qu'à Arnaud pour leurs témoignages précieux, et à Yann Hamon qui nous a lu la lettre d'Arnaud. Et à tous mes patients, aussi petits et grands, sans qui rien n'aurait été possible. N'hésitez pas à commenter, à partager, à questionner ou que sais-je encore sur mon Instagram AnnaRoy75. Et si ce podcast vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et nous mettre plein d'étoiles.